Ma première question est relativement très simple. C'est qu'est-ce que c'est, en quelques mots, que ce syndrome de Cotard? Oui. Donc, en fait, le Jules Cotard, c'est un psychiatre de l'école française des psychiatries du 19e siècle. Et pendant cette époque-là, l'école française de psychiatrie observait beaucoup, plein de phénomènes. C'est l'âge d'or, si vous voulez, de la psychiatrie, et des phénomènes, des symptômes, et donc on essayait de mettre ensemble certains symptômes, ce qui correspondait à la notion de syndrome. C'est-à-dire, les syndromes, c'est plusieurs symptômes qui sont associés dans une logique déterminée. Mhm. Ainsi, par exemple, vous avez, si on se sent persécuté, qu'on est sensible, qu'on est sûr et certain qu'on nous met des caméras, qu'on nous écoute, ou que le voisin nous en veut. Là, il y a plusieurs symptômes qui vont ensemble, et donc ça compose un syndrome qui serait d'un type un peu paranoïaque, etc., etc. Et ainsi de suite, on compose des syndromes et on compose des maladies. D'accord. Donc, Jules Cotard, avec d'autres, il a observé des choses un peu curieuses chez des gens et qui avaient plein des soucis. Et donc, ce n'est pas lui qui a donné ce nom au syndrome, c'est quelqu'un d'autre 10 ans plus tard, qui s'appelait Régis, dans un colloque à Paris, très mouvementé, sur cette question de savoir si c'était vraiment une maladie ou pas, et si c'était ces phénomènes, ils venaient dans quel type de structure, etc. Et donc, lui d'abord, Jules Cotard, en 1882, il écrit 2 petits articles très simples sur des observations faites. Donc, il observe qu'il y a des gens qui sont en principe mélancoliques anxieux. À l'époque, on les appelait comme ça, mélancoliques anxieux, qui correspondraient à des gens, non pas qui ont une petite dépression, mais qui ont une dépression très forte et qui est associée à des états maniaques vrais, qui ne sont pas simplement une simple bipolarité entre manie et mélancolie, mais c'est pas simplement une agitation, si vous voulez, parce qu'il y a des gens qui peuvent être plus ou moins déprimés, qui peuvent en même temps associer ça à une agitation quelconque. Là, ce n'est pas ça la manie. La manie, c'est beaucoup plus qu'une agitation. C'est un état très particulier où la personne, même dans l'état mélancolique, il y a des mots ou des représentations de mots qui se répètent, qui viennent inlassablement, en litanie parfois, et que la personne tombe toujours sur la même chose, toujours sur les mêmes événements, toujours sur les mêmes discours. Un discours qui est toujours souvent négativiste, négatif contre soi-même, des autres reproches. Ou alors parfois ça se déconnecte du côté mélancolique et la personne, elle passe à agir d'une façon très curieuse, un peu déconnectée de la réalité, sans avoir faim, sans avoir fatigue, sans ressentir la fatigue. Et donc bon, voilà, à peu près l'état maniaque. Alors, chez ces gens-là, il a observé à un moment donné que dans l'évolution du cas, l'évolution non pas positive, hein, mais une évolution négative, c'est un peu comme si on laissait une maladie se développer toute seule. Donc il y a des phases qu'on peut constater dans le parcours d'une maladie physique, n'est-ce pas? Eh bien, pour une maladie psychiatrique, c'est la même chose si on la laisse faire. Et s'il y a tel ou tel événement qui se passe ou qui ne se passe pas dans la vie du sujet, bon, à ces moments-là, il y a des risques que ça se développe de cette façon-là. Donc, il a observé qu'à un moment donné, certaines personnes c'est un peu rare, mais certaines personnes, en général des femmes, d'un certain âge, parviennent à avoir 3 types de symptômes, en fait, qui sont associés. Donc, le syndrome de Cotard au départ, ce n'est pas le syndrome de Cotard, ça s'appelle délire de négation. Un délire de négation. Ouais. Tout d'un coup, on commence à nier, mais pas n'importe quoi. Au départ, on nie,
parce que ce sont des sujets qui sont, si vous voulez, solidement hypocondriaques, D'accord. profondément hypocondriaques. Non, nous pouvons être plus ou moins hypocondriaques, savoir si c'est une collègue qui a la grippe, alors on ne veut pas attraper la grippe. Bon, ça c'est un premier degré. Ça, c'est une chose. C'est une chose qui est parfois nécessaire pour que nous, on tombe pas dans des choses qu'on ne veut pas, quoi. Bon. Et on fait attention à sa santé. Bon, est-ce que ça c'est l'hypocondrie? On a un petit léger, un petit moment de défense de soi-même. Mais on peut aussi penser que si on a une tachycardie, on a un problème au cœur. Oui. Et qu'on va mourir dans quelques temps, et qu'il n'y aura pas des solutions pour ça, ou qu'on a attrapé un gros virus, ou qu'on a un cancer incroyable. Bon, on peut penser ça, qu'à la fin, on fait des examens, il n'y a rien. Oui. Et ça, c'est assez fréquent quand même, l'hypocondrie. Je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose qui est quand même très fréquent. Ça se transforme en syndrome de Cotard. Je pense que c'est une infime minorité, non? C'est ça. Alors, on peut partir de cette hypocondrie-là, où je peux penser plus ou moins que je peux être plus ou moins malade, selon mon âge, mais à la fin, j'ai rien. Mais ça, c'est une chose. Mais une autre chose, c'est l'hypocondrie, si vous voulez, délirante. Ouais. Où là, ce n'est pas que je pense que je peux être un peu malade, ou que, bon, je fais un peu trop attention à ma santé, etc. Non, là, on passe à quelque chose d'autre. Vous voyez bien que la personne, elle est complètement déconnectée de la réalité. Hein, donc, c'est une hypocondrie qu'on appelle l'hypocondrie morale. D'accord. Ou par exemple, ça s'appuie aussi sur des questions. Par exemple, je peux dire, voilà, ma vie n'a aucun sens et que c'est toujours le désespoir, je n'arriverai jamais à rien et je suis pire que rien. Et donc là, c'est une sorte d'hypocondrie appliquée à la chose morale, à la chose psychologique. Oui. Bon. Mais alors, il a observé chez ces types de personnes qui sont profondément négativistes en général, ou nihilistes, ou fatalistes. Ils ont raison en plus d'être comme ça, de par leur histoire personnelle. Et ils arrivent à un moment donné à produire des négations que vous voyez bien, ce sont des négations délirantes. Oui. Alors on va nier son propre corps. Par exemple, on dit, voilà, je n'ai pas de cerveau, je n'ai pas d'estomac, je n'ai pas de cœur. Et ce n'est pas dans le sens métaphorique, parce que si on est un peu méchant, on peut dire, voilà, celui-là n'a pas de cœur. C'est pas du tout métaphorique. C'est sûr et certain que c'est littéral, c'est sur l'objet, l'organe lui-même. Oui, l'organe en lui-même. Ouais. L'organe en lui-même qui est nié. Donc, première chose, ce sont des négations des organes du corps. Donc, une négation de son propre corps. Ouais. Négation de son propre corps. Donc, vous savez bien que c'est un délire parce que c'est pas possible que quelqu'un vive sans cœur, sans pancréas, sans rein. Bon, parfois on peut vivre sans un rein, mais il y a toujours un autre. Mais on peut pas vivre sans estomac, sans cerveau, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment délirant. C'est très différent de l'hypocondriaque de tout à l'heure. Vous me parlez tout à l'heure. Et est-ce que ça, du coup, c'est une étape qui emmène à ce qu'on entend souvent du syndrome de Cotard, qui est carrément cette sensation d'être mort? Est-ce que ne plus avoir d'organes, c'est la première étape qui va ensuite conduire à cette sensation ultime? Oui, tout à fait, c'est une étape importante, mais je ne dirais pas c'est une première étape, c'est une des dernières étapes, en fait. Ouais. Les désirs, déjà, désir de mort, ça peut arriver à tout le monde, hein. On peut avoir un désir de mort en général si on n'a pas réussi tel ou tel examen, si on n'a pas été pris dans tel ou tel poste, ou parfois même dans le sens inverse, vis-à-vis d'un événement de quelqu'un d'autre. Heureux, oui, un événement heureux, par exemple, si on tombe amoureux d'une façon surprenante, on peut aussi désirer mourir, hein, parce que quelque part, le grand bonheur peut nous donner cette envie un peu ces sentiments étrange, sentiment océanique, un sentiment de grandeur, d'être plus fort que tout, que c'est presque la mort, quoi. C'est bon. Mais ça, c'est très général, le désir de mourir, et on a dépassé déjà. Parce que là, c'est pas un désir, c'est plutôt une impression d'être mort. C'est ça. Un désir. Tout à fait,
tout à fait. Le sujet a déjà dépassé le stade du désir de mourir. Il a commencé déjà à faire quelques tentatives plus ou moins précises pour se donner la mort, et ainsi de suite. Donc, on a arrivé à ce stade-là, c'est très dangereux parce qu'il y a une orientation claire vers les suicides. Donc, on nie son propre corps, on nie la vie de son propre corps, on nie le côté vital du corps humain, mais ensuite après on va systématiser, on appelle les délires systématisés, qui sont différents des simples idées délirantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une petite idée délirante un jour, comme on dit parfois en français de façon colloquiale, et telle fête, c'était un grand délire. Hein, et ça, c'est parce on a dit des bêtises, on a joué, on a dansé, on a fait un peu tout et n'importe quoi, et on a un peu déliré, mais bon, on n'a pas collé à notre délire vraiment. Donc, c'est différent du délire systématisé, où on dit, voilà, non seulement il y a la Vierge Marie, mais en plus, je discute avec elle dans une caverne tous les vendredis soirs, quoi. Ouais. Là, bon, même si vous croyez à la Vierge Marie, vous pouvez imaginer que peut-être que elle n'est pas son interlocuteur privilégié. Bon. Bien sûr. Et vous disiez que ça touchait souvent des femmes d'un certain âge. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu le profil psychologique des personnes atteintes, ou même, comme vous dites, si c'est surtout des femmes, des hommes, quel âge? Oui, c'est donc une étape un peu assez avancée de ce qu'on appelle donc les états maniaco-dépressifs. Et donc le profil, c'est un peu la personne qui a déjà épuisé beaucoup de... Nous avons tous quelque part une sorte de capital naturel d'enthousiasme, d'espoir, d'envie d'y croire aux choses positives. Après, c'est selon les philosophies de vie, selon les religions, selon les modes de pensée, mais nous avons tous un peu un capital, mais selon les événements difficiles de la vie, les événements très durs, les manques d'appui parfois de certains, on peut avoir épuisé notre capital d'enthousiasme ou de ressorts pour s'en sortir. Donc ces profils-là, ce sont des patients qui ont vécu, parce que ces négations du corps et de la vie d'aujourd'hui auraient un lien avec des négations qui n'ont pas commises, qui n'ont pas construites, mais des négations qu'ils ont vécues, qu'ils ont subies dans la petite enfance, voire même dans les générations précédentes, dans une famille donnée. Donc le profil, c'est un peu les personnes qui sont soumises à ces états maniaco-dépressifs, qui ont beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, mais une angoisse qui est différente de l'angoisse de perdre son travail, de perdre sa femme, etc. C'est une angoisse qui est, disons, en lien avec la mort ou la vie, et une angoisse qui est trop radicale et qui n'est pas attachée aux objets. D'accord. Et donc le profil, c'est aussi, il y a deux autres délires qui sont ensemble avec les négations systématisées, sont le délire de se considérer soit déjà mort, soit jamais mort, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais mourir. C'est les désirs, ce qu'on appelle le délire d'immortalité. C'est-à-dire que la vie est tellement dure qu'ils vont rester comme ça toute leur vie. Toute leur vie, c'est à jamais, toujours. D'accord. J'ai l'impression que ça n'aura pas de fin. Pas de fin. Et donc, il y a par exemple, j'avais un patient qui disait que tous les êtres humains du monde sont morts. Ils sont là, hein, ils vont marcher, ils prennent le métro, etc. Mais en fait, c'est un leurre. Ils sont morts tous, sauf lui. Lui, c'est le seul, donc il est tout seul dans le monde, parce que tous les autres, nous sommes déjà morts. Mais lui, il est vivant. Et il sera toujours vivant. Donc, c'est une solitude impressionnante. Et puis c'est horrible, quoi, parce qu'au fond... J'avais jamais entendu cette partie de la maladie. C'est vrai que c'est une perspective. Donc lui, il a l'impression d'être perdu dans sa vie, tout seul, comme si tout le monde était mort autour de lui. C'est ça. Mais déjà, Cotard, à l'époque, il parle un tout petit peu de ça, de ces délires d'immortalité, qui serait donc une sorte de modification, par l'inverse, d'une mort souhaitée. Je souhaite tellement mourir,
le plus vite possible d'ailleurs. Mais comme il y a une impossibilité, bon, on considère qu'on est immortel.